Je dénonce, monsieur Hollande, la lâcheté. Asseyez-vous. Trop fougueux selon les uns, flamboyant disent les autres. Il s'agit d'un proche parmi les proches de Jacques Chirac. Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Un ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères. Et c'est justement l'histoire de la diplomatie française qui resteront marquées par ces 15 minutes de discours. Et c'est un vieux pays qui vous le dit aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Construire ensemble un monde meilleur. Ce n'est plus une bourrasque, c'est une tempête politique. Mon combat n'est pas un combat personnel. Continue dans la confusion actuelle, c'est que tout le monde se rende compte que personne politiquement n'a intérêt à diriger ce gouvernement. Il faut avoir un sens de l'humanité, de la justice et de l'honneur en politique. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. L'intérêt, c'est de sauver la France, qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à Dauphine, à l'Université Paris Dauphine PSL. C'est un moment extrêmement important pour notre université et je remercie tout de suite l'association Dauphine Discussion Débat d'avoir eu l'initiative d'inviter Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de la France, et une voix qui porte aujourd'hui dans le paysage politique et tout simplement culturel français et européen. Et je voulais dire deux mots sur notre université dont j'ai le plaisir de porter les messages et de coordonner les actions. Dauphine, c'est une université, vous m'aviez dit que vous avez fait votre première année de Sciences Po ici à Dauphine, donc c'est quand même pas rien. Dauphine, c'est une université qui a une double identité, à la fois une grande école par ses performances en matière d'insertion professionnelle et de ses liens avec les entreprises, mais ces performances, 96% de nos étudiants sortant de Master 2 trouveront un emploi dans un délai de 2 semaines en moyenne. Ça n'est pas un hasard, c'est dû au fait que nous sommes aussi une université de recherche insérée dans Paris Sciences et Lettres, PSL, avec l'ENS, l'école d'ingénieurs, l'école d'art, Collège de France. Et cette double identité, c'est Dauphine. Dauphine est aussi une université qui assume d'être sélective, qui prône l'excellence. Et ce que j'ajouterais avec ma petite graine d'une certaine manière, c'est que nous prenons l'excellence ouverte. Et l'excellence ouverte n'est pas un oxymore.
L'excellence s'ouvre à la diversité, et c'est important à la fois pour des motifs éthiques et des motifs surtout d'efficacité économique. L'université s'ouvre au talent. Nous avons un programme talent adaptant nos licences à des sportifs de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs aussi, et qui peuvent suivre les parcours de mathématiques informatiques ou les parcours de licence de sciences des organisations en 4 ans au lieu de 3 ans. Et puis c'est une université qui s'ouvre également à la société, et c'est fondamental dans ces périodes d'instrumentalisation, de crise de la pensée, de remise en cause de la démocratie. Il est absolument central qu'une université de recherche mette à la disposition du public les résultats de ses recherches. Et je vous invite à regarder le nouveau média que nous avons créé l'année dernière, qui s'appelle Dauphine Éclairage, qui traite des questions d'actualité, mais surtout des questions qui travaillent la société, que ce soit le changement climatique, que ce soit les questions de transition écologique et les questions de climat, d'intelligence artificielle, mais aussi les questions liées à la démocratie. Le prochain numéro sera consacré à la crise de la démocratie. Et l'objectif de ce média, qui s'appelle Dauphine Éclairage, c'est de se servir des recherches de nos laboratoires pour alimenter un débat public serein, fondé sur la rationalité de la recherche, et non pas sur le complotisme et les manipulations de toutes sortes. C'est le rôle de l'université que de former des citoyens, des décideurs éclairés et critiques. C'est notre devise à Dauphine, et j'en suis extrêmement heureux et extrêmement fier. Alors je vous dis tout cela dans un contexte qui est aussi celui d'un drame que nous avons vécu et dont nous nous remettons extrêmement difficilement. La semaine dernière, une étudiante philippine a été arrachée à sa famille, elle a été arrachée à une autre communauté aussi. Et quand j'ai parlé avec le père, il me disait bien de transmettre à toute la communauté dauphinoise son remerciement, bien entendu, pour le soutien de la solidarité, mais aussi qu'il comprenait parfaitement le partage de la douleur entre notre communauté et la famille. Et il nous invitait simplement, et je rajoute ceci, quelles que soient nos convictions philosophiques, politiques ou religieuses, il nous invitait à prier avec la famille pour Philippine. Jamais aucune instrumentalisation, jamais aucun débordement. La dignité, la sérénité. Et je suis extrêmement respectueux, extrêmement touché par cette famille. Voilà. Et c'est ça, Dauphine aussi, c'est une communauté solidaire et unie, qui est restée unie dans ces moments de drame. Alors heureusement, ces moments de drame, bien sûr, rien ne nous consolera, mais nous continuons notre mission, les missions que je viens d'indiquer, de formation, de recherche, c'est le rôle de notre université, et aussi de vie associative, et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de voir aujourd'hui l'association Dauphine Discussion Débat inviter Monsieur de Villepin, Monsieur le Premier ministre, pour échanger à partir de questions posées par les étudiants sur la France, l'Europe, le monde, et c'est vraiment extrêmement important d'avoir ces retours d'expérience avec les acteurs de la société. Et surtout que j'ai été, en 2005, lorsque vous étiez Premier ministre, conseiller scientifique dans un de vos services, qui était le commissariat général du plan, devenu France Stratégie. Donc j'ai pu aussi observer votre action à ce moment-là en tant que Premier ministre. Et puis, je crois que vous n'avez cessé de continuer à porter votre voix. L'université est une université qui garde une ligne de crête, qui est la solidarité internationale avec toutes les victimes, avec tous les exilés de toutes les zones non-conflit, quelles qu'elles soient. Elle conserve une neutralité géopolitique, mais elle n'oublie pas sa mission d'accueil des réfugiés, des exilés, des zones en conflit, que ce soit en Ukraine, où on a recueilli beaucoup de réfugiés, d'exilés d'Ukraine, qu'on a logés dans nos résidences de Saint-Ouen, mais qu'on a aussi accueillis dans nos diplômes passerelles de langue française pour étrangers. Et nous continuerons avec tous les exilés qui se présenteront à notre porte dans le cadre de la solidarité internationale, que ce soit à Gaza, au Liban ou au Ouganda ou ailleurs. Et l'université Dauphine avec PSL est membre de la Global University Academy, dont le rôle est justement de mettre des moyens pour que
la solidarité internationale des universitaires, que ce soit étudiants, chercheurs ou enseignants-chercheurs, soit orchestrée et organisée, car, comme vous le savez, l'université n'a pas de frontières. Voilà, je voulais vous dire ces mots. Je suis extrêmement heureux de laisser la parole à l'association pour poser des questions et puis ensuite autoriser le Premier ministre à prendre la parole devant ce public très, très grand, très intense et très impressionnant. Merci à toutes et tous d'être présents. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée. Mesdames, Messieurs, Monsieur de Villepin, bonsoir. Je vous promets, je serai court. Avant toute chose, je tiens à remercier Monsieur le Président pour ces mots d'introduction qui nous rassemblent ce soir. Nous sommes réunis pour participer à un moment qui dépasse la simple rencontre. C'est l'occasion pour chacun de nous de plonger dans le débat d'idées, cœur battant de notre tradition universitaire. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants à Dauphine qui aujourd'hui vont vivre leur premier débat de rentrée avec Dauphine Discussion Débat. Merci à vous, Monsieur Dominique de Villepin, d'avoir accepté notre invitation. Au nom de la communauté dauphinoise, je vous souhaite la bienvenue. Votre présence parmi nous revêt une signification toute particulière. Elle témoigne de votre engagement à partager avec la jeunesse une réflexion sur les enjeux qui façonnent notre société et notre monde. Enfin, merci à vous, Dauphinoises et Dauphinois, d'être aussi nombreux ce soir. C'est un honneur de me tenir ici devant vous en tant que président pour cet événement si symbolique qu'est le débat de rentrée. Dauphine Discussion Débat, c'est plus de 20 ans d'existence, plus de 120 débats organisés. Je suis donc fier de perpétuer notre histoire et d'inaugurer la saison 2024-2025 avec une personnalité de votre envergure. Depuis plus de 20 ans, notre association s'efforce de proposer aux étudiants dauphinois le combat des idées. Nous avons reçu à cette fin de nombreuses personnalités, qu'elles soient issues du milieu politique, sportif, scientifique, culturel ou le milieu de l'entreprise et de l'art. Cela dans le but de sensibiliser la jeunesse aux différents enjeux qui traversent notre société. Votre présence de ce soir, Monsieur de Villepin, s'inscrit donc dans cette voie. Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux défis, et cette saison aura son lot d'échéances. Les Jeux Olympiques viennent de se finir dans notre belle capitale et cet événement à portée mondiale doit avoir des échos dans notre université. DDD essayera donc, comme à son habitude, de donner la parole aux acteurs afin de revenir sur ce moment d'histoire nationale et internationale. Mais l'histoire internationale sera quant à elle aussi marquée par les élections américaines qui se tiendront à la fin de ce semestre. Élections dont les résultats auront de réelles conséquences sur la politique et sur l'économie mondiale. Notre mission sera de mettre en lumière, à notre échelle, ce moment clé de la démocratie américaine grâce à l'organisation de débats, mais aussi par nos autres formats plus digitaux. Mais concentrons-nous désormais sur le présent et ce soir, nous aurons l'occasion, Monsieur de Villepin, de revenir avec vous sur ces derniers événements nationaux et internationaux. Mais avant de vous laisser répondre aux questions d'Ambré Chen et de Vincent Llorens, la tradition veut que votre portrait soit dressé à notre public, tâche nécessaire et exigeante que je confie ce soir à Apolline Macquart, vice-présidente. Mesdames, Messieurs, Monsieur de Villepin, excellent débat à tous. Monsieur le Premier ministre, bonsoir, et merci encore d'être ici parmi nous ce soir. Écrire cette présentation n'a pas été chose facile pour moi. Il m'a fallu adopter une neutralité rigoureuse, m'efforcer à l'impartialité, alors même que tous ceux qui me connaissent savent combien j'ai travaillé pendant 2 ans à essayer de vous faire venir à nos débats. Vous êtes né à Rabat, au Maroc, en 1953. Mais c'est à travers le monde que vous avez grandi. De Caracas au Venezuela, à New York, aux États-Unis,
avant de revenir en France, à Toulouse, où vous avez obtenu votre baccalauréat à seulement 16 ans. Fils d'un père résistant, devenu industriel puis sénateur, et d'une mère magistrate, vous héritez d'un riche patrimoine culturel, doublé d'une forte expérience internationale qui vous ouvre les portes de l'excellence académique. Titulaire d'une licence de lettres, de droit, vous êtes également diplômé de Sciences Po Paris et de l'École nationale d'administration aux côtés de François Hollande et Ségolène Royal. Vous avez confessé que vous aviez rêvé la France avant de la connaître. Et pour connaître la France, vous avez décidé de la quitter. À votre sortie de l'ENA, vous intégrez la direction des affaires africaines et malgaches. Et 4 ans plus tard, vous êtes nommé à Washington, en premier secrétaire à l'ambassade de France. Une position stratégique, au cœur du pouvoir, où vous défendez la grandeur de la France. Vous y incarnez déjà cette élégance diplomatique et cette finesse d'analyse qui vous caractériseront tout au long de votre carrière. Carrière politique dont vous considérez l'entrée comme accidentelle. Nous sommes dans les années 80 et Jacques Chirac est alors maire de Paris. Vous êtes invité à relire l'un de ses discours et n'hésitez pas à le corriger sans détour. Jacques Chirac est alors surpris par votre franc-parler, qualité rare qui fait souvent défaut à la classe politique. En 1993, vous êtes nommé directeur de cabinet d'Alain Juppé, qui est alors ministre des Affaires étrangères. Et c'est seulement 2 ans plus tard que, fervent serviteur du bien commun, vous devenez le bras droit de Jacques Chirac, qui vous nomme secrétaire général de l'Élysée. Nomination qui vous permettra de jouer un rôle central dans la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Un pari risqué qui mènera à une cohabitation politique avec la gauche et qui vous vaudra de nombreuses critiques. Certains viendront même à vous surnommer le Néron des députés. En 2002, Jacques Chirac est réélu et vous nomme ministre des Affaires étrangères. C'est 1 an plus tard, le 14 février 2003, que vous prononcez le discours qui replacera la diplomatie française au devant de la scène internationale. Ce 14 février 2003, au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous dites non. Un non d'une gravité résonnante, empreint d'accent gaulien et qui défie sans crainte l'hégémonie américaine. Vous y défendez une vision de paix durable, si chère à notre vieux pays, de notre vieux continent, marqué à jamais par les ravages de la guerre. Pour la France, ce non est chargé d'un poids historique, celui du traumatisme profond de 2 guerres mondiales, du prix du sang versé et de l'engagement constant pour la paix. Vous dites de Jacques Chirac qu'il avait le sens de l'histoire et du tragique de l'histoire. Ce sens du tragique, cette conscience que la guerre est toujours la sanction d'un échec, vous pousse à refuser de participer à un cycle d'alimentation, de haine et de destruction. Votre intervention est saluée à travers le monde entier, faisant de vous le porte-voix de l'opposition à la guerre en Irak, un symbole d'indépendance et de justice. En 2004, Jacques Chirac vous nomme ministre de l'Intérieur, avant de vous confier, en mai 2005, les clés de Matignon. En votre rôle de Premier ministre, suivant les traces prestigieuses de figures telles que Georges Pompidou et Raymond Barre, vous avez su marquer votre passage, et ce, sans même être passé par les urnes. Vous portez les idées de patriotisme économique et de croissance sociale. Face aux épreuves sociales, à la montée de la violence urbaine et sous les feux croisés de Nicolas Sarkozy, vous imposez votre style direct et incisif. Après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, vous quittez la scène politique pour vous consacrer à d'autres projets. Vous devenez notamment avocat en 2008 et fondez en 2010 République solidaire, un mouvement visant à vous présenter au présidentiel de 2012, projet qui n'aboutira pas. Aujourd'hui, en retrait de la scène politique, votre voix fait toujours écho. Acclamé à la Fête de l'Humanité il y a 2 semaines, vous êtes également très présent dans l'actualité concernant le conflit israélo-palestinien. Dans un monde pressé, où la réflexion cède souvent la place à l'urgence, vous incarnez la diplomatie du temps long. Votre expérience vous permet de prendre du recul et d'analyser les événements dans leur totalité, un besoin crucial en ces temps de turbulence. Alors que les extrêmes se trouvent aux portes du pouvoir, menaçant d'emporter avec elles les fondamentaux de nos valeurs républicaines, il est plus que jamais nécessaire d'offrir au grand public, et particulièrement aux jeunes,
les clés de compréhension de cette crise complexe à tous les égards. Vous nous incitez à penser au-delà de l'immédiat, à réfléchir sur notre histoire, notre identité et les défis que nous devons relever ensemble. Poète dans l'âme, votre passion pour la littérature enrichit votre vision politique. À l'heure où notre gouvernement flirte avec les limites de la Constitution et où la guerre dans le monde est reflet d'une nature humaine, égoïste et dépourvue d'empathie, votre poésie et vos réflexions offrent un vent d'espoir. Je laisse désormais la parole à Ambre et Vincent et vous souhaite un excellent débat. Merci beaucoup Apolline pour cette présentation. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Merci d'être venu avec nous ce soir. On a beaucoup de sujets à aborder ce soir avec vous, mais on aimerait particulièrement commencer par un sujet qui nous touche ici en France, par la politique nationale. Alors donc la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier avait pour objectif, selon Emmanuel Macron, d'écouter la voix des Français. L'issue de ce scrutin a clairement mis le bloc présidentiel en minorité, ce qui l'a poussé à trouver une coalition alternative, en l'occurrence avec les Républicains. Ma question est très simple, est-ce que, en refusant de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, Emmanuel Macron n'a-t-il pas remis en cause l'utilité de cette dissolution, surtout en considérant qu'une alliance LR minorité présidentielle eût été majoritaire dans la précédente législature? Merci infiniment et bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de joindre ma voix à celle de votre président en exprimant l'émotion qui est la mienne devant vous tous face à la mort de Philippine, qui a bouleversé votre université et, vous le savez, a bouleversé la France entière. Je suis particulièrement heureux d'être devant vous parce que ça me renvoie à une période qui correspond exactement à celle de ceux qui commencent leur cycle d'études, puisque j'ai fait ma première année de sciences politiques ici, à Dauphine, où à l'époque était l'Institut d'études politiques pour la première année. Donc j'imagine à la fois votre inquiétude et votre enthousiasme, et je ne saurais trop vous inciter, et c'est sans doute la raison qui me fait être là ce soir, à vous encourager à être le plus possible fidèle à ce que vous êtes depuis l'origine, dans un monde qui est de plus en plus compliqué, avec des choix de plus en plus difficiles, et où finalement la seule vraie boussole est celle de la conscience individuelle. Alors revenons à la République, qui a connu quelques soubresauts importants dans les derniers mois, avec la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. La première question qui vient à l'esprit, c'est celle du calendrier. Le président de la République a dissous l'Assemblée nationale après une élection européenne qui était, de façon extrêmement claire, la marque d'un trouble dans le pays, puisque nous avons vu une assez solide victoire du Rassemblement national. Et donc l'argument consistant à dire qu'il fallait savoir ce que les Français voulaient et que chacun prenne ses responsabilités doit s'apprécier au regard de ce que nous savions. C'est que nous savions déjà quel était le choix des Français ou la tentation des Français. Face à cette tentation des Français qui s'est exprimée lors des européennes, il y a eu, lors des élections législatives, un choix marqué qui a surpris beaucoup de monde, à commencer par le président de la République. Et ce choix, c'est celui du Front républicain. Le Front républicain qui s'est mis en œuvre cette fois-là, non pas comme l'ont souhaité un certain nombre d'acteurs politiques, et en particulier les Républicains, excluant et l'extrême droite et l'extrême gauche, mais excluant seulement le Rassemblement national. Donc le Front républicain en ont bénéficié tous les partis, à l'exclusion du Rassemblement national, qui, de ce fait, n'ont pas pu obtenir ni une majorité absolue, ni une majorité relative. Partant de là, ma conviction, c'est que la tradition républicaine, ou tout simplement l'esprit de méthode, devait conduire à respecter le choix des Français et à faire les choses dans l'ordre.
Nous verrons si le gouvernement de Michel Barnier, qui a présenté aujourd'hui sa déclaration de politique générale, a les moyens de durer. Mais ce qui est certain, c'est que tout gouvernement aurait plus de chances de durer si l'ordre des choses avait été respecté, c'est-à-dire d'abord donner la possibilité à un gouvernement issu de nouveaux fronts populaires d'assumer ses responsabilités. Le président de la République n'était pas obligé de nommer un ou une Premier ministre issu de ses rangs, mais il pouvait tout simplement pressentir quelqu'un du nouveau Front populaire et voir si cette personne était capable de former un gouvernement. Et à partir de cela, en fonction du cas, soit nommer cette personne Premier ministre, soit demander à quelqu'un d'autre. Et là, il y avait 3 autres possibilités. La première, c'était un front élargi républicain, incluant, puisque dans la première étape, l'ensemble du nouveau Front populaire n'aurait pas pu véritablement fonctionner, incluant les socialistes et pas LFI, jusqu'au Rassemblement national exclu. On aurait eu donc une deuxième possibilité. Et puis troisième possibilité, si celle-ci ne marchait pas, c'est celle de l'Union nationale, dans l'esprit de 1944, rassemblant tous les partis politiques, incluant les 2 extrêmes, mais évidemment nous le savons, puisque le Rassemblement national avait dit qu'il n'y participerait pas, et de même pour LFI, il avait laissé entendre. Donc dans ce cas-là, nous aurions eu un gouvernement soutenu activement par les partis allant du Parti socialiste aux Républicains, mais avec un engagement pris par toute la classe politique de ne pas censurer ce gouvernement. Donc je trouve qu'on s'est privé d'une méthode claire, on s'est privé d'une méthode démocratique qui aurait permis de rassembler tous les Français. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique, financière, politique, diplomatique, républicaine, qui exige l'unité du pays. Or, pour obtenir l'unité, vous êtes obligé d'adopter des processus, des pratiques qui permettent d'éviter tout calcul. Manifestement, le président de la République ne souhaitait pas remettre en cause la politique qui a été menée jusqu'ici, donc il a en quelque sorte limité les marges de manœuvre de tout gouvernement arrivant, et on a donc aujourd'hui l'expérience d'un gouvernement qui est soumis très largement au choix dans la durée de ce que décidera le Rassemblement national en liaison avec LFI. Justement, c'est intéressant que vous parliez de ça parce qu'on voulait justement vous interroger sur la question du Front républicain qui s'est reconstitué à un moment où on pensait qu'il avait disparu, mais donc, dont on a vu qu'il était encore très puissant, et notamment très puissant chez les Français qui ont été prêts à transgresser leur ligne partisane pour aller voter pour la France insoumise s'ils avaient voté pour le camp d'Emmanuel Macron et inversement. On a vu ça, on avait cette option, ces 3 options que vous avez décrites. Aucune de ces 3 n'a été choisie par le président de la République. Et aujourd'hui, on a ce que vous avez décrit, un gouvernement d'union du centre-droit, soumis à la surveillance, ce sont les termes de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, du Rassemblement national. Et ce qu'on voit dès maintenant, au bout de quelques jours de formation du gouvernement, c'est un ministre de l'économie qui se fait recadrer par son Premier ministre, le Premier ministre qui appelle Marine Le Pen. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a été au-delà même de la simple coalition du centre-droit et qu'on est aujourd'hui dans un gouvernement soutenu sans participation par le RN et donc dans une trahison du Front républicain? Alors, on n'est clairement pas dans le Front républicain, puisque nous aurions alors une assise beaucoup plus solide qui permettrait à ce gouvernement de durer. La conséquence, à mon avis, la plus évidente, et vous soulevez la fragilité de ce gouvernement qui dépend effectivement beaucoup du Rassemblement national. Alors Michel Barnier a très habilement répondu, non pas sous la surveillance du Rassemblement national, mais sous la surveillance des Français. J'eusse aimé que ce soit sous la surveillance des Français. Je pense que le Front républicain aurait été plus naturellement sous la surveillance des Français. Mais ce qu'on voit, c'est une tentation, d'ores et déjà dans ce gouvernement, de donner des gages à la droite et de s'engager sur des sujets qui sont, de façon tout à fait claire, d'abord la sécurité, d'abord l'immigration. Alors ça correspond en partie aux préoccupations des Français, mais on voit d'emblée que les questions liées au pouvoir d'achat ont été évacuées du jeu politique. Le risque, me semble-t-il,
Et c'est très manifeste dans la composition du gouvernement. Moi, ça me frappe parce que je suis familier de la vie politique. C'est que dans le fond, c'est le gouvernement d'un ministre. Il y a un ministre dans ce gouvernement. C'est le ministre de l'Intérieur. Et ce n'est pas un hasard, quelle que soit la personnalité de ce ministre de l'Intérieur. Mais on voit bien que tout est misé sur ce poste et le fait que dimanche après-midi, ce ministre de l'Intérieur s'exprime sur une chaîne en continu 2 jours avant le Premier ministre me paraît alors tout à fait symbolique d'une dévalorisation de la parole du Premier ministre. Alors, est-ce que c'est pour donner des gages au Rassemblement national et garantir en quelque sorte que ce gouvernement ne tombera pas le jour même de la déclaration de politique générale? Ou est-ce que c'est pour encoder aux Français que ce gouvernement va s'atteler de façon très sérieuse à essayer de répondre aux préoccupations des Français? Quelle que soit la réponse, ma conviction, c'est que de toute façon, ce gouvernement ne part pas d'un bon pied parce que les propositions qui sont faites aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur sont des propositions qui fleurent bon des concessions données à l'opinion publique, beaucoup plus que le souci de mettre en application des politiques publiques qui, en matière de sécurité ou d'immigration, sont susceptibles de changer la donne. Voyez-vous, en matière politique, il n'y a pas de raccourci. Et ce n'est pas par la loi, ce n'est pas de façon très simpliste en appuyant sur un bouton, double peine, pas double peine, renvoi des OQTF, pas renvoi des OQTF, qu'on change une politique d'immigration ou qu'on change une politique de sécurité. Alors, ce sont des choses sérieuses qui demandent d'être appréciées dans leur globalité. Et justement, hier, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est effectivement la tête forte de ce gouvernement, a fait une sortie très remarquée qui a fait couler beaucoup d'encre. Il nous a dit que l'état de droit n'était pas sacré. Ce qui, c'est un point de vue, mais enfin, ça ignore une chose, c'est que l'état de droit, justement, est là pour protéger les droits et libertés fondamentaux des élans populaires. C'est même ce qu'on appelle un état de droit compréhensif qui se protège lui-même. Est-ce que, ajoutant à ce que vous venez de dire sur le gouvernement qui part du mauvais pied, vous ne voyez pas même carrément une sorte de dérive illibérale, comme on a pu le voir en Hongrie, en Pologne avant 2023, en Italie aujourd'hui? C'est toujours tentant de prendre au mot un responsable politique. Et en l'occurrence, ce qu'il a dit est une faute. Parce que discuter l'état de droit, ce n'est pas républicain. Je crois que ce qu'il a voulu dire, en tout cas ce qu'on peut penser qu'il a voulu dire, c'est la discussion de l'état du droit à un moment donné. Et chacun sait que la loi peut changer, la réglementation peut changer, et que dans cette vision des choses, il y a des aménagements qui peuvent être trouvés. Mais un état de droit ne se discute pas, il s'impose à tous. Ça fait partie du pacte républicain. Donc de ce point de vue-là, oui, on voit bien que le risque est de se laisser entraîner dans ces gages qui sont donnés à une partie de la population et une partie de la classe politique pour avoir l'air d'être particulièrement ferme et intransigeant. Mais une fois de plus, la vraie question qui se pose vis-à-vis des Français, et c'est pour cela que je reviens à la question de la méthode et je reviens à la question de la politique avec un grand P. La vraie question, c'est l'efficacité de l'action publique. D'ores et déjà, et je ne prends aucun risque, les politiques telles qu'elles sont affichées n'ont à peu près aucune chance d'améliorer ces politiques publiques. Parce que ce n'est pas la méthode. Vous ne pouvez pas améliorer une politique d'immigration uniquement en appuyant sur le bouton sécuritaire si vous n'appuyez pas sur le bouton diplomatique. Vous n'avez aucune chance d'être entendu de la part des pays de transit ou des pays d'origine de l'immigration, je pense à des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie et bien d'autres, si vous ne les embarquez pas avec vous, si vous arrivez avec un gros bâton et vous leur dites « je supprime tous les privilèges qui peuvent être les vôtres en matière diplomatique, je supprime l'accord de 68 avec l'Algérie », vous n'avez aucune chance d'avoir la possibilité d'amadouer le président ou le gouvernement algérien. Parce que ce ne sont pas des pratiques qui permettent ça. Pardonnez-moi de prendre en exemple le gouvernement de Giorgia Meloni. Mais Giorgia Meloni, qui est pourtant très à droite sur l'échiquier politique, quand elle veut mener une politique d'immigration,
eh bien, elle fait ami-ami avec le gouvernement libyen, elle fait ami-ami avec le gouvernement tunisien, elle discute avec le gouvernement albanais et elle trouve des bases d'accords, d'entente qui permettent de faire les choses. Mais cet affichage du gros bâton d'un côté, de mesures qui, toujours un peu plus, vont dans la surenchère, ça fait partie dans le débat politique de l'effet de démonstration dont on sait qu'il nous conduit à l'échec. Il faut être un peu plus subtil, un peu plus imaginatif, un peu plus réaliste, un peu plus exigeant et avoir un peu plus d'expérience. Et c'est pour ça que je crois moins au positionnement d'un ministre sur un échiquier politique qu'à sa connaissance des dossiers dont on parle. Et la connaissance, elle ne s'acquiert pas dans le débat public. Elle suppose une connaissance de l'État. Et il faut avoir vu qu'il y a des boutons dans le cadre de l'État qui marchent, et il y a des boutons qui ne marchent pas. Et il y a beaucoup de boutons qui ne marchent pas. Et malheureusement, ce sont toujours les mêmes sur lesquels on appuie, et le fil, eh ben, il aboutit directement dans le désert, et on peut comme ça indéfiniment labourer la mer, et de déception en déception, on aura une radicalisation de la vie politique, et donc on fait le lit de l'extrême droite. Et donc pour en revenir à la question initiale de la politique, ma conviction c'est que la démocratie, la politique, et un gouvernement, il doit d'abord s'adresser aux Français. Et là je vois ce gouvernement, et les médias s'en délectent, tomber dans le piège du tête-à-tête, du face-à-face avec l'Assemblée nationale. Et là, on essaye de jouer avec toutes les subtilités, tous les codes de la politique politicienne et de la politique partisane. Les grands juges de tout ça, ce sont les Français. Et c'est d'abord eux qui font convaincre. Et donc, si le gouvernement de Michel Barnier sait prendre les choses par le bon bout et trouver des résultats assez rapidement qui permettent de dessiner un chemin, eh bien alors sa durée de vie, parce que les partis politiques ne sont pas stupides, les partis politiques, comme le Rassemblement national, ne se détermineront que sur un critère. Pas sur le critère de leur capacité à appuyer sur un bouton, ça ils l'ont aujourd'hui la possibilité, mais sur le critère de ce que ces élections futures leur donneront comme chance de se renforcer ou pas. Si le Rassemblement national, à un moment où il y a un gouvernement qui est suffisamment attractif, suffisamment actif, qui marque suffisamment de points, et que le Rassemblement national coupe toute chance à ce gouvernement de continuer au service des Français, eh bien le Rassemblement national sera lui sanctionné dans les urnes. Donc on se trompe de cible. Ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas les groupes parlementaires, ce n'est même pas l'Assemblée nationale qui doit être le juge de paix pour un gouvernement. Le juge de paix, c'est les Français. Donc l'intuition de Michel Barnier originale, elle est la bonne. Mais depuis, on voit bien que ce souci par petites touches de dessiner quelque chose qui fait plaisir aux partis et aux groupes parlementaires l'éloigne de son intuition première. Justement, vous parliez de diplomatie. L'un des sujets au cœur de l'actualité, c'est donc le conflit israélo-palestinien. Depuis le 8 octobre 2023, le Hezbollah multiplie des attaques sporadiques contre le nord de l'État d'Israël, si bien que 80 000 personnes environ ont dû fuir la région. Depuis cette nuit, l'armée israélienne est entrée sur le territoire libanais pour s'en prendre frontalement aux positions du Hezbollah. On a vu 3000 pagers exploser, des centaines de morts dans des raids aériens sur le sud du Liban, et la mort de l'un des hommes les plus protégés au monde, Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre dernier, les pays occidentaux ont proposé un cessez-le-feu que Benyamin Netanyahou a balayé d'un revers de la main. Face à l'intransigeance d'Israël et à la mobilisation par l'Iran de ses proxys et de ce qu'ils appellent l'axe de résistance, l'espoir de construction de la paix est-elle réellement envisageable ? Alors les choses sont malheureusement parties dans le dernier chapitre qui s'est ouvert avec l'épisode ou le drame libanais. Les choses sont malheureusement parties pour un cycle qui est un cycle de violence et un cycle de guerre. Nous avons eu la guerre de Gaza et nous sommes bien partis malheureusement pour avoir une nouvelle guerre du Liban. Ce n'est pas la première, malheureusement, et nous avons donc un recul suffisant pour pouvoir apprécier ce qui donne des résultats et ce qui n'en donne pas. L'épisode de l'ONU mérite qu'on s'y arrête une seconde, parce que ce qui s'est passé aux Nations Unies, lors de l'Assemblée générale, c'est une tentative pour organiser, si je puis dire, un front commun sur la base d'une résolution qui aurait appelé à un cessez-le-feu.
Et les Américains ne se sont pas lancés à l'aventure dans tout ça, pas plus que les Français, puisque ce sont les deux initiateurs. Et donc, quand le matin du discours de Benjamin Netanyahou, l'initiative a été prise de lancer cette résolution, il y avait, autant qu'on puisse le savoir, un accord pour que, au moment même de son arrivée à l'aéroport, Benjamin Netanyahou dise qu'il acceptait le cessez-le-feu. Et il s'est passé exactement l'inverse. Seuls, à mon sens, les naïfs ont pu être surpris. Benjamin Netanyahou n'est pas dans l'esprit d'un cessez-le-feu, parce que ce n'est pas l'engagement de son gouvernement et que ce n'est pas non plus la vision qu'il a d'un Moyen-Orient qui pourrait assurer à Israël la paix et la sécurité. Donc je ne porte pas de jugement sur la politique de Benjamin Netanyahou. J'essaye d'examiner avec le plus de lucidité et de sang-froid la vision qu'il a de l'avenir de cette région. Et donc il a choisi de conduire des opérations, et la plus spectaculaire, qui fait partie d'une longue série, puisque nous avons vu l'affaire des beepers, l'affaire des talkie-walkie, les bombardements ciblés sur l'unité Radwan, qui est l'unité d'élite du Hezbollah, puis des bombardements massifs qui reprennent la même logique que celle de Gaza, avec une assez forte disproportion entre les cibles et le nombre de victimes dans la population civile. Tout ça dessine une stratégie qui nous conduit à la situation de ce soir, puisque au moment même où nous parlons, la prochaine étape qui se dessine, c'est un tir de missiles depuis le territoire iranien qui pourrait toucher en 12 minutes le territoire israélien, qui va vivre donc dans les prochaines heures dans la peur et dans l'inquiétude. Donc nous sommes dans un nouveau cycle d'action-réaction, avec toujours cet élément d'une vengeance des uns qui conduit à la vengeance des autres, sans que l'on puisse interrompre ce cycle. Quelles sont les visions qui sont derrière? D'un côté, vous avez le Hezbollah, qui a été très profondément désorganisé, très profondément touché par l'ensemble des attaques d'Israël, qui, de ce point de vue-là, a marqué des points contre le Hezbollah au cours des derniers jours. Mais dans l'esprit d'Israël et de Benjamin Netanyahou, ceci n'est pas suffisant. Ils veulent pousser la même logique qui est la leur à Gaza et qui les conduit, y compris aujourd'hui, à ne pas accepter de cesser le feu pour Gaza. Donc cette logique, c'est l'éradication complète du Hezbollah, comme ils visent toujours encore aujourd'hui l'éradication complète du Hamas, même si 80%, 85% de la bande de Gaza est complètement détruite, même si les capacités du Hamas sont infiniment réduites, avec un objectif affiché qui répond au premier objectif qui a été fixé par le gouvernement Netanyahou. Premier objectif à Gaza, c'est bien évidemment le retour des otages et l'éradication du Hamas. Objectif affiché au Liban, le retour dans la partie nord d'Israël des 60-80 000 Israéliens qui ont dû quitter leur territoire du fait des représailles engagées par le Hezbollah. Tout ça. Alors c'est très exactement ce dont on voulait parler. En fait, vous avez parlé tout à l'heure d'une espèce de spirale de vengeance, en fait de la définition même de l'escalade. Et justement la volonté affichée par Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, et par Benjamin Netanyahou, c'est, dans le deuxième front, celui du Liban, le retour des 80 000 Israéliens qui ont été déplacés depuis le 8 octobre 2023. Il y a un autre objectif dont vous avez parlé, c'est l'éradication du Hezbollah, qui reste considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de pays. La France considère sa branche armée comme une organisation terroriste. Joe Biden lui-même, à la mort d'Hassan Nasrallah, a parlé d'une victoire. Est-ce que vous n'y voyez pas, vous, une sorte de légitimité, une légitimité à cette opération, justement parce que le Hezbollah est un mouvement qui est considéré comme terroriste par de nombreux pays occidentaux aujourd'hui? Alors, il ne faut pas dissimuler la réalité sur le Hezbollah. Et cette double réalité, d'un côté, vous avez raison, une organisation fondée en 1982 qui a une dimension terroriste absolument clairement marquée
et une dimension mafieuse, puisque une grande partie des revenus du Hezbollah viennent du trafic de drogue. Dans la dimension terroriste, nous en avons payé nous-mêmes le prix avec 58 soldats qui ont été tués dans l'attentat du Drakkar, de même des Américains, des Israéliens dans des prises d'otages et des attentats suicides. Donc le caractère terroriste est clairement marqué. Ce qui est vrai aussi, c'est que dans l'évolution du Hezbollah, en particulier depuis 1992, au moment exactement où Hassan Nasrallah a pris le leadership et est devenu secrétaire général. C'est que cette organisation n'a cessé de se développer comme organisation politique, avec à la fois des députés et en même temps des ministres. Et qu'aujourd'hui, dans un État failli, un non-État qui est l'État libanais, l'épine dorsale de ce qui reste de cet État est essentiellement formée par le Hezbollah, qui représente la communauté chiite, et dont cette communauté, en grande partie, considère qu'elle lui a redonné, dans l'ensemble libanais, où il n'était pas la communauté la plus en vue, lui a redonné sa dignité et a développé, parce que c'est le troisième élément de l'identité du Hezbollah, l'organisation sociale. Il y a une université, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Donc c'est une structure qui fait partie de la vie libanaise. Et à ce titre, c'est aussi un interlocuteur, et Emmanuel Macron, quand il s'est rendu au Liban, s'est entretenu aussi avec des responsables du Hezbollah. Mais le point le plus important, qui devrait être le critère qui nous conduit à déterminer notre politique, et c'est celui sur lequel je voudrais porter votre attention, c'est que la diplomatie, les relations internationales sont fondées sur deux piliers, l'histoire et la géographie. Et je vous invite, quand vous rentrerez chez vous, à regarder une carte du Liban, une carte du Proche-Orient, pour comprendre l'imbrication de ces territoires. D'abord, vous comprendrez pourquoi Israël ne peut pas se désintéresser du Liban. La proximité, nous parlons d'un mouchoir de poche en termes de territoire. Tout est très interdépendant. Donc, on peut parfaitement comprendre que l'exigence de sécurité conduise à prendre des mesures de prévention ou de précaution. Mais l'histoire nous a instruits sur tout cela. En 1982, je vous rappelle que la guerre civile libanaise a commencé en 1975 jusqu'en 1990. En 1982, il y a eu une intervention d'Israël au Liban. Et lors de cette intervention, il y avait un objectif, qui était d'éliminer le diable, le mal absolu, l'hydre. Cet hydre, ce n'était pas du tout le Hezbollah, le Hezbollah n'était pas créé. Cet hydre, c'était l'Organisation de libération de la Palestine. Et effectivement, ils ont réussi à évacuer l'OLP du Liban. Le problème, c'est que l'OLP est réapparu sous une forme bien pire, qui est sous la forme du Hezbollah. Et que non seulement il est réapparu sous la forme du Hezbollah, mais qu'on a vu alors les Syriens se tailler la part de morceaux, la part la plus importante d'influence sur le territoire libanais. Et ils sont restés, les Syriens, exerçant leur tutelle sur le Liban jusqu'en 2005. Et il faut se rappeler l'assassinat de Rafik Hariri, l'assassinat de Samir Kassir. Donc c'est pour vous dire que le Liban, depuis 1975, et on pourrait remonter plus loin, est passé d'une tutelle étrangère à une autre. La tutelle palestinienne, la tutelle israélienne avec l'occupation du territoire libanais, la tutelle syrienne et aujourd'hui la tutelle iranienne. Et je ne parle même pas de la tutelle séoudienne qui a aussi a profondément pesé sur le destin du Liban. La leçon qu'il faut retirer de 1982, c'est que si tant est qu'il y ait un démon et qu'on puisse parler de démon, un démon chasse l'autre. Et qu'en général, le démon nouveau est bien pire que le démon précédent. Ce que vous êtes en train de nous dire Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un rêve israélien. Oui, et le jusqu'au boutisme de Benyamin Netanyahou pourrait aboutir, enfin on le voit là, vous avez parlé des représailles que l'Iran peut être en train de préparer en ce moment même. Le jusqu'au boutisme de Benyamin Netanyahou, dont certains disent qu'il est à la fois causé par le fait qu'il est tenu dans une coalition d'extrême droite et le fait qu'il a aussi le risque de lui-même chuter politiquement s'il quittait le gouvernement, pourrait en fait amener, alors déjà à amener au discrédit international sur Israël qui, je pense,
a rarement été aussi important et pourrait amener demain à une menace sur sa sécurité encore plus grande que ce qui vient d'être vécu. Absolument. C'est dire que nous sommes engagés dans des cycles de violence qui ne cessent de s'approfondir et de s'aggraver. Et que la seule vraie question que devraient se poser les dirigeants de cette région, c'est est-ce que les mesures que nous prenons, est-ce que cette nouvelle occupation du Liban ou intervention au Liban d'Israël est susceptible de conduire à plus de sécurité pour Israël, ou est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, et jour après jour, nuit après nuit, cela ne va pas conduire les Israéliens à connaître encore plus d'insécurité. Et là, je voudrais insister sur un point. J'ai évoqué 1982. On peut évoquer aussi 2003, qui est exactement la même histoire. Les Américains sont intervenus en Irak avec un rêve irénique de changer le régime irakien et à partir de là, de créer la paix et la stabilité en Irak. Et on a eu le chaos, et depuis, nous avons un chaos qui ne cesse de s'approfondir. Donc, ce cycle de violence, on ne l'interrompt pas. Mais on n'interrompt pas non plus le cycle de la dinguerie politique. Parce que le logiciel des extrémistes israéliens aujourd'hui, c'est le rêve d'un grand Israël, c'est le rêve de pouvoir réoccuper l'ensemble du territoire, certains même rêvent de réoccuper ou d'occuper le Liban Sud, et que cela nous conduit donc à une situation qui va rendre inextricable pendant des décennies, et pour ne pas dire plus, toute tentative de recherche de paix. Et par contre, et c'est là où la leçon et l'expérience est utile, nous savons qu'il y a un antidote. Et moi, si je me bats, si je me fatigue de temps en temps à aller sur des plateaux politiques pour prendre des coups dont je me passerai bien, c'est avec une seule conviction, qui est l'expérience qui est la mienne à travers les différentes crises que j'ai connues en Afrique ou au Moyen-Orient. Et que disent toutes ces crises? C'est tant que vous ne transformez pas un objectif sécuritaire, un objectif militaire, en objectif politique, vous n'avez aucune chance d'arrêter le cycle. Et donc, l'antidote pour Israël, et Israël ne se rend pas compte aujourd'hui du chemin qui a été fait, et je le dis en pensant à ceux qui croient travailler à la sécurité d'Israël, c'est qu'il y a une chose de sûre, c'est que le vrai élément nouveau, ce n'est pas tant le fait qu'ils aient réussi à détruire une grande partie du Hezbollah. Non, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a une donnée incontournable. C'est que l'État palestinien devra voir le jour. Et qu'on n'ira pas 1 centimètre plus loin dans les accords d'Abraham, avec l'Arabie saoudite, avec tous les pays, même le Maroc, pas 1 centimètre plus loin, sans que cet État palestinien voie le jour. Donc, cette donnée politique, quelle que soit l'envie des uns et des autres de la rendre impossible, parce que je vois bien que chez les plus extrémistes du gouvernement israélien, il y a l'idée d'effacer la question palestinienne, eh bien, je le dis solennellement, la question palestinienne, aujourd'hui, par cette surenchère militaire, elle redevient encore plus réelle, encore plus incontournable, et sera sur la table de tous les États et de tous les rendez-vous diplomatiques des prochaines années. Et justement, vous avez parlé de l'Irak. Est-ce que donc l'ONU n'aurait pas une place plutôt à jouer dans ce conflit rapidement? La situation actuelle n'est-elle pas la démonstration justement de l'impuissance de l'ONU, notamment parce que les cessez-le-feu ont été proposés et visiblement ignorés? Alors vous avez raison de souligner cette impuissance de l'ONU, mais il y a une raison à cela qu'il faut avoir en tête. L'ONU, c'est la somme des États de la planète. Vous avez en gros 200 États qui se réunissent et vous avez un Conseil de sécurité qui est censé représenter cette communauté internationale et être l'outil de la paix, pendant que vous avez à côté du Conseil de sécurité l'Assemblée générale qui représente tous les États avec un État, une voix, et à côté encore les agences spécialisées qui représentent tous les grands drames du monde d'aujourd'hui, la question des enfants, la question de la pauvreté, la question des réfugiés, etc. Dans cet univers onusien, le Conseil de sécurité, c'est le bras séculier de la paix. Mais comme le Conseil de sécurité ne représente pas la communauté internationale et que par ailleurs le veto bloque le processus de décision, eh bien, il est évidemment impuissant. Et c'est là où
nous allons, dans les prochaines années, tous avoir un problème. D'abord, et au premier chef, les États-Unis. Parce qu'on ne le voit pas encore clairement, on va le voir dans les prochains jours. Les Américains ont un problème. C'est que cette question du Proche-Orient va s'inviter dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle et que Benjamin Netanyahou, en contrevenant, entre guillemets, à l'engagement qui aurait été pris le jour où il est arrivé aux Nations Unies, d'avancer dans la voie d'un cessez-le-feu, a rendu un service absolument gigantesque à Donald Trump. Et je pense que c'était tout le sens de cette visite. Donc, l'élection américaine va se faire en partie, bien sûr beaucoup sur l'économie, comme toujours, mais en partie sur cette question de la guerre et de la paix au Proche-Orient. L'Amérique, on le voit bien, dans la guerre civile culturelle qui l'anime, est de plus en plus mal à l'aise vis-à-vis de ces questions, se pose de plus en plus de questions. Et donc, la question d'un chèque en blanc donné à Israël en termes de crédit et en termes de moyens militaires va se poser. Et de ce point de vue-là, il faudra regarder de très près la situation de la région. Une fois de plus, est-ce que la sécurité s'accroît pour tout le monde? Ou est-ce que on est obligé, les uns et les autres, les Français, les Allemands, de quitter cette région parce que la violence est en train de s'emparer de l'ensemble des États? Alors, ce qu'il faut dire, parce qu'on ne comprend pas la stratégie d'Israël si on n'intègre pas ce facteur, c'est qu'à bien des égards, Israël, en tout cas le gouvernement Netanyahou, se sent porté par le silence des pays occidentaux et par une sorte d'acquiescement des États arabes modérés. Et ça, c'est une donnée qu'il faut aussi prendre en compte. Parce que c'est vrai que pour les États arabes modérés, sunnites, l'idée de se débarrasser d'un mouvement chiite, d'un mouvement violent, incontrôlable, c'est aussi un atout dans la perspective de développement qu'il privilégie aujourd'hui, je pense en particulier à l'Arabie saoudite. Donc affaiblir l'Iran, affaiblir les mouvements liés à l'Iran, qu'on qualifie d'État de la résistance. Je précise qu'on qualifie État de la résistance, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la dénomination, parce que les réseaux sociaux sont prompts à dire, ça y est, Villepin, l'ayatollah Villepin n'a pas manqué de donner un satisfecit à l'axe de la résistance, non. C'est comme ça, comme le Hezbollah se qualifie parti de Dieu. On peut toujours l'appeler le parti du diable. Mais on fait les relations internationales avec les réalités qui sont celles des relations internationales, n'en déplaise à quelques imbéciles sur les réseaux sociaux. Justement, il est encore difficile pour nous de déterminer qui va gagner entre Kamala Harris et Donald Trump, même si l'Europe penche beaucoup plus vers Kamala Harris. Rarement l'économie des États-Unis n'a été aussi puissante et solide, et le mandat de Joe Biden a été marqué par une puissante politique économique, la Bidenomics, ou l'exemple le plus marquant, l'Inflation Reduction Act. Pourtant, outre-Atlantique, on parle d'une récession silencieuse. On a l'impression que la politique économique de Joe Biden ne porte pas forcément ses fruits. Simplement, est-ce que vous pensez que Donald Trump peut finalement l'emporter sur un sentiment de fragilité économique, mais aussi sur la question donc, de la visite de Benjamin Netanyahou? Pensez-vous, indépendamment de la réalité, qu'il pourrait? Il pourrait, bien sûr, oui, oui. Vous savez, si les Américains ont voté une fois pour Donald Trump, ils peuvent tout à fait recommencer. Et Donald Trump, ça mérite une réflexion. Toute personne qui fait de la politique ne peut pas ne pas analyser le cas Donald Trump. C'est un vrai laboratoire politique à lui tout seul. D'abord parce qu'on peut faire plein de reproches à Donald Trump. Il a une stratégie qui est claire, nette et précise, qui lui permet de ne pas rentrer très en profondeur dans ses dossiers, mais à chaque fois d'avoir une réponse qui étonne son public. Donc il est dans une espèce de happening permanent. Il a une capacité d'improvisation, d'imagination qui fait plaisir à son public parce qu'il y a une constante. Cette constance, c'est la croyance dans la supériorité des États-Unis, État porté par une sorte de désir divin. Donc il y a une destinée manifeste des États-Unis qui correspond à l'idée que veulent se faire beaucoup d'Américains. On classe souvent l'Amérique en plusieurs tendances, le schéma jacksonien, le schéma hamiltonien. Quelle que soit la classification qu'on fait, c'est vrai que Donald Trump incarne une forme de nationalisme, parfois très outrancier, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un nationalisme belliciste. Il est contre, d'une manière générale, les interventions militaires. Il fera peut-être une exception pour l'Iran, qui constitue pour lui une cible tout à fait privilégiée. Mais il y a donc un choix très marqué. Sur le plan de la politique économique, sa communication
et son passé en font le modèle même de l'homme d'affaires américain transactionnel. C'est-à-dire que pour tout, il y a un prix et pour tout, il y a un objectif. Et l'objectif, c'est d'emporter le contrat et de réduire l'adversaire en poussière. Dans ce contexte-là, c'est vrai que le sentiment des Américains par rapport à la conjoncture américaine va peser très lourd. Et que dans cette période, il y a un certain nombre de questions qui se sont posées parce que, en grande partie, les réglages de la politique monétaire par rapport aux réglages de la politique économique ont fait que il y a un sentiment d'une perte de confiance dans l'économie américaine qui peut peser lourd, même si les fondamentaux restent puissants, même si la politique économique américaine, comme la politique internationale, varie beaucoup moins d'un président à l'autre qu'on ne le pense. Joe Biden a repris la politique des grands travaux, la politique d'infrastructure, la politique de l'IRA, de l'Inflation Reduction Act, a été poursuivie. Et continue d'être au cœur des ambitions, la politique sur les infrastructures aussi. Donc la politique de relance extrêmement active, ça fait partie du modèle américain d'aujourd'hui qui, il faut le dire, taille des croupières à l'économie européenne, puisqu'il y a une attractivité du modèle américain qui est très puissant sur les entreprises européennes, et qu'en plus, ils ont réussi à présenter un modèle qui donne le sentiment d'intégrer l'écologie dans l'innovation. Et l'écologie et toute la dimension économie verte, finance verte, fait partie de cette nouvelle perspective qui a été ouverte par les nouvelles technologies. Donc, en gros, l'avenir a capturé ces nouveaux thèmes et c'est ce qui donne ce sentiment de confiance dans l'avenir des Américains, d'être véritablement en phase avec l'histoire du monde. Donc, oui, les choses peuvent basculer aussi à partir de l'économie, même si je crois que fondamentalement, les différences entre les deux ne changeront pas, en particulier sur un sujet essentiel pour les administrations américaines, qui est la politique vis-à-vis de la Chine. La politique vis-à-vis de la Chine, depuis le pivot asiatique d'Obama, n'a cessé de se durcir. Celui qui a le premier ouvert les yeux, c'est Donald Trump, à partir de la politique mise en avant par Xi Jinping en 2013 de Made in China 2025, là, Donald Trump et l'Amérique ont compris que la Chine était en train de parier sur la technologie, et à partir de là, ils ont pris toutes les mesures tarifaires, commerciales, financières pour bloquer le développement de l'économie chinoise. Alors, effectivement, vous avez parlé de quelque chose dont on voulait justement parler, c'était la relation entre les Européens et les Américains. C'est ce que disait Ambre, il y a une tendance des Européens à privilégier les démocrates, surtout depuis que Donald Trump est arrivé sur la scène politique américaine, mais vous l'avez très bien dit vous-même, les contentieux commerciaux avec les États-Unis sont toujours restés très nombreux. On a vu également que l'Inflation Reduction Act était dommageable et il a poussé l'Europe à répondre avec des stratégies d'autonomie stratégique dont on va parler juste après. Et on voit toujours, par exemple, que le complexe industriel militaire américain attire les commandes des Allemands, des Néerlandais, des Polonais, qui pourraient aller choisir les industriels français à la place. Donc au fond, la question, mais vous y avez déjà un peu répondu, c'est est-ce que Donald Trump, Kamala Harris, il y a une différence de nature ou une différence de degré pour les Européens, ou est-ce qu'il y a même d'ailleurs une différence réelle? Alors il y a une différence dans le regard qu'ils portent sur le monde, il y a une différence sur le Proche-Orient, il y a une différence aussi sans doute de ton vis-à-vis de l'Europe, de méthode. Mais je crois que le logiciel américain reste à peu près le même et que malheureusement, nous n'avons toujours pas décodé ce logiciel. Emmanuel Macron, et c'est sans doute le sujet sur lequel on peut le plus lui donner quitus, a vu juste en ce qui concerne l'exigence de souveraineté européenne et l'exigence d'autonomie stratégique. Les Européens sont dans une dérive d'un alignement vis-à-vis des États-Unis qui n'est pas seulement diplomatique, mais qui est aussi avec une traduction militaire dans les industries de défense. Vous l'avez dit, on voit bien, les budgets militaires de l'Europe augmentent, mais l'immense majorité des dépenses se font à partir d'armements américains. Et il y a aussi
une traduction très forte sur le plan économique, et on le voit en particulier dans les choix diplomatiques de l'Allemagne, qui continuent à lorgner très fortement, et je pense que si c'est la CDU-CSU qui est élue avec Friedrich Merz, ça ne fera que s'accroître. Les Européens n'ont toujours pas compris que leur indépendance économique, leur indépendance stratégique était cruciale pour leur développement. Et nous sommes en train de nous avancer dans un monde où l'Europe va de plus en plus être prise en étau entre la Chine et les États-Unis, sans que nous ayons les marges de manœuvre vis-à-vis de ces deux blocs. Et de ce point de vue-là, nous allons devenir une variable d'ajustement dans ce nouvel ordre mondialisé, très profondément dépendant des États-Unis. Je prends un exemple d'une évolution dont on voit très clairement qu'elle est en train de se produire. La constitution d'un OTAN asiatique. On voit le Japon, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, extrêmement proche des Américains, très engagé sur le plan de la défense. Il est évident que toutes ces organisations que les Américains ont développées, que ce soit le Quad, que ce soit l'AUKUS, que ce soit aujourd'hui ce qui pourrait ressembler à un OTAN asiatique face à la Chine, est en train de nous amener, avec nos forces vives militaires, de plus en plus à regarder vers l'Asie et à nous désintéresser de l'Ukraine. La démarche de Donald Trump, quand il parle de régler la question ukrainienne en 24 heures, en dit extrêmement long sur ce sujet. Ce n'est pas que, à mon sens, il croit tant en son génie diplomatique. Il est certain qu'il y croit. Mais l'élément le plus intéressant, c'est qu'il pense que c'est un conflit qui ne mérite pas plus de 24 heures d'études et qu'il faut régler ça parce que ce n'est pas très important. Ce n'est pas là que se joue l'avenir des États-Unis. L'avenir des États-Unis se joue face à la Chine. Donc il ne s'attarderait pas à développer des stratégies ou à consacrer d'énormes moyens pour une défense européenne rénovée. C'est pour vous dire à quel point nous sommes aujourd'hui démunis dans une Europe dont il faut constater qu'elle a, non seulement elle dérive, mais aujourd'hui elle a basculé du côté de l'Est. Il y a deux symboles qu'il faut mentionner. Le premier, c'est le fait que le commissaire à la défense, c'est l'ancien Premier ministre lituanien, et la haute représentante pour la politique étrangère, c'est l'ancienne Premier ministre, Kaja Kallas, c'est l'ancienne Premier ministre estonienne. Donc, c'est un symbole de ce que la préoccupation de l'Europe aujourd'hui est tournée vers l'Est. Et d'ailleurs, la conséquence immédiate, c'est que le vrai sujet qui est sur la table des Européens, c'est l'élargissement de l'Europe. L'élargissement, c'est les Balkans, c'est le Caucase. Ce qui nous détourne, du sujet fondamental pour l'indépendance européenne, qui est non seulement le désalignement sur les blocs, mais c'est la recherche d'accommodement, la recherche de points de convergence avec le Sud global. Vous voyez bien que cette Europe, elle ne s'intéresse pas ou très peu aux BRICS, plus extrêmement peu aux grands pays du Sud global, une fois de temps en temps dans le cadre du G20. Donc nous perdons le fil du monde. Et ça va encore dans ce sens, cet élargissement tel qu'il est aujourd'hui préparé, qui se double d'un élargissement de l'OTAN avec la perspective ukrainienne, eh bien, c'est dire que l'ensemble de nos forces vives ne sera pas consacré au développement de notre identité internationale, au développement de notre indépendance internationale, mais simplement à être un pion dans le jeu américain et pas beaucoup plus. Dans leur rapport sur l'économie européenne, Mario Draghi et Enrico Letta préconisent, pour résumer, un approfondissement de l'intégration européenne et une union des marchés des capitaux, un emprunt commun, une politique industrielle commune, tout cela pour répondre à un besoin de financement exceptionnel pour la transition écologique et industrielle. Aujourd'hui, notamment eu égard à leur absence en largeur budgétaire. Est-il temps d'admettre que les États européens sont désormais dépassés économiquement, comme vous l'avez un peu dit, et est-ce qu'ils devraient tous construire tout en matière en commun en tant qu'Européens? Est-ce que tous les pays devraient... Alors, c'est une vraie question que celle de la capacité des Européens à unir leurs forces.
Ce qui n'interdit pas aux États de se renforcer. Quand on voit l'état de faiblesse de la France, on voit bien qu'en dépit des efforts des différents gouvernements depuis 7 ans, la politique industrielle n'a pas donné les résultats escomptés. Là encore, on lutte contre les grands vents, on laboure la mer et la Startup Nation a du mal à s'imposer et dans les esprits et dans la réalité. Le résultat, c'est que ces deux rapports, vous le soulignez, soulignent des points extrêmement importants. Le diagnostic est extrêmement important. Dans le cas du rapport Draghi, il insiste sur la question de la compétitivité de l'Europe en constatant que cette compétitivité, elle est enfoncée depuis quelques années. Depuis 2007, le poids de la richesse européenne par rapport à la richesse américaine a diminué d'1 tiers de façon comparée. Donc c'est dire à quel point nous nous sommes appauvris en un laps de temps assez court. Et c'est surtout dire à quel point nos points d'appui économiques ne sont pas solides. Donc chacun continue à avancer en ordre dispersé. Les Allemands ont constaté avec la crise ukrainienne que leur modèle économique était un modèle fragile. Ils l'ont vu sur l'automobile, sur la machine-outil, ils l'ont vu sur leur marché d'exportation, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Ils ont donc subi des coûts importants et ce modèle aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de le rénover, y compris en matière énergétique, au point qu'on parle même dans certains milieux en Allemagne de la possibilité pour l'Allemagne de renouer avec le nucléaire temporairement. Donc vous voyez bien qu'il y a une révolution économique qui peut se produire du côté allemand. Mais le résultat, c'est que nos pays sont divisés. Le couple franco-allemand, comme on l'appelle de ce côté-ci, eh bien, est totalement en panne. Nous sommes même aujourd'hui totalement divergents dans nos visions et dans nos approches, et que donc nous avons besoin de retrouver un élan. Sur la compétitivité, la clé qu'offre Mario Draghi, c'est l'innovation. Il insiste sur le fait que si nous sommes capables d'investir en commun, de nous endetter en commun, et il parle d'un chiffre de 800 milliards par an, vous voyez les sommes importantes qui seraient nécessaires pour permettre de reprendre pied dans un certain nombre des grands secteurs d'avenir. Le rapport d'Enrico Letta, lui, s'attache au marché unique, partant d'un constat qui est tout à fait juste, c'est que le marché unique, il a été créé au début des années 90, c'est-à-dire dans une Europe qui était quasiment celle de l'Union soviétique. Un autre temps. Et le marché unique a assez peu évolué depuis. Donc c'est les 4 composantes du marché unique, c'est les biens, c'est les services, c'est les capitaux et c'est les personnes. Et à cela, il voudrait ajouter une 5e dimension, qui est là encore celle de l'innovation, celle de la recherche et celle de l'éducation. Donc ils mettent tous les deux le doigt sur une réalité. Nous avons besoin d'élargir les capacités financières de l'Europe qui doit pouvoir s'autofinancer son propre développement, et pour ça, il faut être capable de mettre en commun ces capitaux, et d'autre part, d'être capable de mutualiser une partie de nos dettes en, sans doute, sortant ces investissements d'avenir des critères de Maastricht qui nous ont considérablement embarrassés depuis un certain nombre de décennies. Alors, la difficulté, c'est que nous sommes, nous les Français, les plus mal placés pour critiquer ces critères, puisque nous sommes le mauvais élève de l'Europe, enfin le plus grand pays européen avec la plus grande dette, et aujourd'hui un déficit public extrêmement important, puisque la perspective est de 6,2%, même si Michel Barnier nous fait espérer revenir à 5% en 2025, nous restons très loin de l'objectif de 3%. Et vous avez eu un constat un peu sévère sur l'absence de réveil de l'Union européenne en matière de politique d'autonomie stratégique. Vous n'avez pas l'impression que la nouvelle Commission européenne, telle qu'elle vient d'être nommée, avec un vice-président qui est français, Stéphane Séjourné, à la souveraineté industrielle, est en train justement de répondre à cette question? Et ce sera d'ailleurs notre dernière question. Je pense que la nouvelle Commission européenne, on passe de 3 vice-présidents qui étaient puissants à 6 vice-présidents qui n'auront pas la même capacité, sans vouloir dénigrer les capacités de chacun. Mais je crois qu'au contraire, cette commission, elle est la traduction exacte et à l'opposé de ce que souhaitait la présidente de la Commission, c'est-à-dire qu'elle n'a rien de géopolitique, ou si elle dit quelque chose de la géopolitique, c'est plutôt, là encore, le basculement vers l'Est, et
absolument pas de détermination à s'imposer par rapport aux États-Unis. Je crois que Ursula von der Leyen est totalement en phase aujourd'hui avec cette exigence atlantique qui, une fois de plus, je ne conteste pas son intérêt sur le plan diplomatique. Ce que je conteste, c'est que c'est un choix que nous ne faisons pas en pleine indépendance. Et je vous donne un exemple de cette évolution du monde qui va nous laisser à un moment donné encore plus en difficulté. Nous sommes dans un monde où la mondialisation est discutée, les formes de la mondialisation sont discutées. On parle de démondialisation sans aller jusque-là. Ce qui est clair, c'est que cette mondialisation, par le jeu des délocalisations, des modifications des chaînes de valeur, elle est profondément affectée par le jeu géopolitique et par la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Moi, je passe ma vie à voyager. Je ne voyage plus dans le même monde qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Ce n'est plus le même esprit du monde. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'indépendance des stratégies s'appuie sur des leviers et des moyens. Les BRICS ont compris qu'un des leviers de leur propre indépendance à terme, c'est la capacité à jouer sur le levier monétaire. Et la recherche de la dédollarisation est un objectif très puissant qui existe chez les BRICS, c'est une volonté d'équilibrer. Alors bien sûr, le yuan n'est pas en mesure de se substituer aujourd'hui, mais on voit dans la façon dont les BRICS plus s'élargissent qu'ils priorisent la recherche de liens entre les pays pétroliers. Aujourd'hui, c'est 40-50% de la production de gaz et de pétrole, ce qui veut dire qu'ils ont la possibilité d'échanger entre eux sans passer par le dollar, mais par des systèmes de barter, par des systèmes de troc. Deuxième élément intéressant dans les leviers de la mondialisation, la politique des sanctions. L'essentiel des politiques de sanctions qui sont mises en place, ce n'est pas des sanctions qui sont mises en place par les Nations Unies, c'est des sanctions qui sont mises en place par l'Union européenne et les États-Unis. Les 2 tiers de la planète ne veulent pas être ligotés par des sanctions, quelles qu'elles soient. Donc elles cherchent à trouver le moyen de contourner, de sortir de ces sanctions. Et on a vu, depuis le début de la guerre d'Ukraine, à quel point il était facile d'avancer dans des schémas triangulaires, contournés, qui permettent à des États de contourner les sanctions pour acheter des produits énergétiques, pour réaliser un certain nombre de transactions. Le meilleur exemple aujourd'hui, c'est la relation entre l'Inde et la Russie. L'Inde est un des gros acheteurs de gaz et de pétrole russe en substitution aux achats que faisait l'Union européenne. Et que fait l'Inde? Elle achète et elle revend à l'Union européenne, ce qui permet évidemment de montrer du doigt à l'Union européenne et de dire, vous voyez à quel point ils sont prêts à vendre leur âme pour quelques barils de pétrole. Donc c'est pour vous dire, tout ça aujourd'hui est plein d'incohérences, n'est pas réfléchi en termes stratégiques, et de la même façon que l'Europe est tombée des nues quand elle a découvert sa dépendance en matière pétrolière et gazière vis-à-vis de la Russie, sa dépendance, la dépendance de ses modèles économiques, la dépendance dans des domaines pharmaceutiques avec le Covid, où on a constaté, nous, Français, qu'on n'était pas capable de créer de l'aspirine. Bon, ces surprises-là, elles sont encore devant nous. Et vous travaillerez dans 3 ans, 4 ans dans des entreprises qui, du jour au lendemain, devront fermer leur marché sur certains États parce que l'Europe n'aura pas la capacité et la souveraineté pour décider toute seule et que, par sa dépendance au marché américain, par sa dépendance au dollar, eh bien, elle sera elle-même ligotée dans des schémas économiques et commerciaux ou financiers. La BNP en sait quelque chose, qui a dû payer une amende colossale parce qu'elle passait par le dollar. Aujourd'hui, vous êtes tenu, en quelque sorte, par ces systèmes internationaux. Donc, je pense qu'il serait urgent de travailler à cette indépendance de l'Europe, qui me paraît aussi importante que la souveraineté en matière de politique étrangère. Je dis juste encore un mot, parce qu'il est essentiel. Il y a 2 grands débats qui agitent l'Europe. Il y a le débat sur l'élargissement. Vous l'avez compris, on peut avoir en quelque sorte la garantie que, quelle que soit la décision des États, les peuples freineront des 4 fers sur tous les élargissements qu'on leur présentera, tant que l'Europe ne sera pas devenue capable de maîtriser son destin en matière technologique, en matière économique, en matière écologique. Le deuxième élément intéressant, c'est sur la politique étrangère. Tous les débats européens depuis 15 ans soulignent la nécessité d'aller vers un système à la majorité qualifiée, sortir de l'unanimité pour permettre à l'Europe d'être plus active. Mais imaginez
sur des questions comme celle du Proche-Orient. Que la France soit embarquée dans une politique qu'elle n'a pas choisie, comment réagiraient les Français? Donc là encore, on voit bien qu'on est bloqué par sur le plan institutionnel, par tous les différents systèmes, on est complètement bloqué et qu'il faut aujourd'hui poser sur la table les nouvelles données, parce que c'est une exigence démocratique, et malheureusement, vous entendrez peu de responsables politiques expliquer ça aux Français. Aujourd'hui, il faut comprendre quelle est l'équation, et elle se rétrécit pour une Europe qui n'est pas souveraine. Donc, ce sont des sujets qui vont nous préoccuper dans l'avenir et qui vous préoccuperont au premier chef. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je crois qu'on va avoir le temps de poser quelques questions du public, parce qu'on aurait évidemment beaucoup de questions à vous poser encore, mais le temps file, et donc je fais confiance au public pour les poser. Voilà, donc des micros vont circuler, a priori. Plaît-il ? Alors, on m'informe, c'est un peu du direct, qu'à l'instant, près de 200 missiles ont été tirés vers Israël par l'Iran et que Joe Biden a donné l'ordre à l'armée américaine d'intercepter ces missiles. Et à 19h38, l'armée israélienne annonce qu'il n'y a plus de menace iranienne. Voilà, donc, menace iranienne. Donc, je vous en prie maintenant, prenez la suite. A priori, c'est facile. Bonsoir Monsieur de Villepin, merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. J'ai 2 questions rapides pour vous. En complément des autres sujets très variés qui ont été évoqués, on n'a pas évoqué la question de l'Indo-Pacifique, qui pourtant a été souvent mis en avant par Monsieur le Président Emmanuel Macron avant les dernières actualités diplomatiques et au Proche-Orient. Quel est le rôle que la France et que l'Europe doivent et peuvent espérer jouer dans cette région du monde qu'on évoque finalement assez peu, alors qu'elle concentre des enjeux à la fois démocratiques, climatiques, notamment autour de la question des chaînes de valeur que vous évoquiez, celle des microprocesseurs qui sont aussi moins évoqués dans le débat public et pourtant très clés. Et une deuxième question peut-être un peu plus légère, compte tenu de notre auditoire. Face à tout ce panorama que vous avez dressé qui n'est pas forcément réjouissant, quelle est la place de l'engagement des jeunes, qui est une question qui nous tient à cœur à Dauphine et à DDD, et surtout sur la scène internationale ou liée aux questions internationales, quel rôle les jeunes peuvent-ils espérer jouer et de quelle façon? Merci beaucoup. Merci à vous. La première question, il y a un très fort écho, donc je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu. C'est sur la politique de la France et de l'Union européenne au Moyen-Orient. Non? Ah, Indo-Pacifique. Alors, c'est une région vitale pour l'avenir du monde, puisque c'est la zone qui tire la croissance mondiale. Ce sont les pays qui, aujourd'hui, sont le plus tournés vers l'avenir technologique et dont les sociétés sont les plus consensuelles, donc elles ont une capacité à s'imposer sur la scène internationale extrêmement fort, et la volonté par ailleurs de présenter un modèle de société asiatique. Lee Kuan Yew, le Premier ministre de Singapour, était très fier d'afficher ce modèle asiatique par opposition au modèle occidental notamment. Dans ce contexte-là, nous sommes aujourd'hui plein de bonnes intentions, mais dans le fond, peu capables d'agir et de peser sur l'avenir de cette région. Pour peser dans cette région, il faut que nous ayons la possibilité de montrer notre indépendance par rapport aux autres grands ensembles internationaux. Quel est l'intérêt de parler aux Européens si, en allant à Washington, vous êtes capable de déterminer la position de cette Europe? Nous avons déjà une première difficulté, c'est celle de nous faire entendre d'une seule voix. Et par définition, les Chinois, par exemple, sont à la recherche du meilleur interlocuteur en Europe. Donc, quand le président Xi Jinping vient en France, on peut penser, nous, que c'est la France qui est mise en avant. Quand c'est le chancelier Scholz qui, le premier, se dirige vers Pékin, on se rend compte qu'économiquement, l'Allemagne pèse effectivement beaucoup plus que la France. Nous avons, nous, un héritage historique, civilisationnel, si je puis dire, qui compte beaucoup en Chine. Et nous avons des possibilités d'entente
avec cette région du monde extrêmement forte. Il y a un intérêt dans toute l'Asie, dans tout l'Indo-Pacifique, pour l'Europe. Il y a une volonté d'aller vers cette Europe. Encore faut-il que nous trouvions les moyens de ne pas la traiter avec une trop grande distance. Je pense que de ce point de vue, nous avons raté un certain nombre d'occasions. L'opération de l'AUKUS nous a un peu discrédités dans un premier temps. Notre difficulté à autonomiser notre voix et par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis également. Donc je pense que c'est par des gestes spécifiques, c'est par des stratégies spécifiques qu'il faudrait agir. Il y a aujourd'hui dans l'ASEAN, dans l'ensemble des pays de cette région, un certain nombre de points d'appui qui mériteraient beaucoup plus d'attention de la part de la diplomatie française. Je prends l'exemple d'un pays comme l'Indonésie, d'un pays comme la Thaïlande, qui est en train, là aussi, de réaliser une percée. Et qui dit intérêt plus grand pour ces États émergents, dit aussi intérêt plus grand pour les crises de cette région. La crise birmane est extrêmement lointaine pour les pays européens. La crise de Taïwan a donné lieu à une analyse un peu surréaliste de la part du président de la République quand il s'est rendu en Chine, ou en tout cas quand il a fait son interview dans l'avion, en laissant entendre que ça ne nous concernait pas directement. En tout état de cause, nous n'investissons pas assez en temps, en énergie. Moi, ma conviction, c'est que pour un jeune Français, pour des étudiants, pour des jeunes actifs, c'est sans doute une des régions les plus passionnantes, les plus fascinantes, et où on est le mieux reçu. C'est vrai dans tous les domaines. Moi, je viens de créer avec mon fils une fondation à Hong Kong pour l'art et la culture. Il y a une attente vis-à-vis de ce qu'on peut faire dans ce domaine. Il y a un souci de voir des expositions d'art. Il y a un appétit culturel. Il y a une envie de venir ici. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, pour le jeune Chinois, quels sont les messages qu'ils reçoivent de l'Europe? C'est un marché qui se ferme. C'est un État qui ne dit pas encore ce que disent les Américains, c'est-à-dire que nous sommes des rivaux systémiques de la Chine, mais c'est pas loin. Et c'est vrai que ce sont des marchés qui nous posent problème. Je prends par exemple le cas de l'automobile, le développement des batteries chinoises, le développement des panneaux solaires, de toute une série de technologies avec le soutien de subventions d'État, avec des facilités dont ne disposent pas nos propres entreprises, nous met en situation inégale. Donc nous devons, par le dialogue, essayer de faire en sorte que la relation avec ces États soit plus équilibrée, plus respectueuse. Mais c'est un travail que nous devons faire. Les Américains, eux, pratiquent la diplomatie de la canonnière, c'est-à-dire c'est à prendre ou à laisser, on vous tord le bras, celle-là même qu'on voudrait pratiquer, nous, aujourd'hui, avec certains pays d'Afrique du Nord. Je ne crois pas au succès de cette politique. Il s'agit donc véritablement à la fois d'avoir des dents, mais aussi d'engager un dialogue et de faire valoir tous les domaines où nous pourrions être partenaires. Donc je crois que c'est un domaine de grande vitalité possible pour l'avenir. Ça m'amène à la question sur l'engagement. Vous le savez de par votre présence ici, l'engagement, c'est aujourd'hui une des clés de l'entrée dans le marché universitaire et dans le marché de l'entreprise. Un des critères qui fait qu'on se dit « tiens, voilà quelqu'un qui est intéressant », c'est justement ces engagements sociaux, ces engagements culturels, ces engagements personnels. C'est la passion qui détermine l'intérêt qu'on a pour un jeune plutôt que pour un autre, puisqu'il faut bien un critère. Je prends un exemple, il est très banal, mais je reçois des dizaines de demandes pour aller dans des universités. Je ne peux pas répondre à toutes. Il se trouve que la jeune fille qui a fait le portrait m'a écrit une lettre de 4 pages à la main. Je me suis dit, tiens, ça, alors que j'avais dit non. J'avais dit non, écoutez, j'ai pas le temps, même si j'habite à 100 mètres, je me suis dit non. Et puis, vous recevez une lettre de 4 pages, extrêmement argumentée et motivée, vous vous dites, bon, ben voilà une jeune qui est engagée, il n'y a pas de raison de la décevoir. Je crois que ça fait la différence. Et je crois que quand on est jeune, quand on vous ferme la porte, eh bien, il faut rentrer par la fenêtre. Parce que c'est dans le fond, tout est à prendre. Et je crois beaucoup à cette logique-là, de la conviction, de la passion. Et on sous-estime, quand on est jeune, l'importance de la vie qu'on a, l'importance du jugement qu'on a. Dans le fond,
toute la vie, c'est d'essayer de réaliser le jugement qu'on avait quand on a 20 ans ou le rêve qu'on avait quand on a 20 ans. Et dès qu'on s'en éloigne, eh bien, on se trahit un peu soi-même. Donc je crois qu'il faut se faire confiance, il faut ne pas hésiter à labourer un certain nombre de sujets. Je crois, d'une certaine façon, à une forme d'excellence dans les passions qu'on développe. On ne peut pas être bon en tout, mais dans les domaines où on investit, il faut essayer d'être particulièrement capable d'être créatif, d'inventer quelque chose, d'avoir des idées. Alors on peut prendre l'écologie, on peut prendre le sport, on peut prendre l'art, mais ça vaut la peine de labourer un secteur pour arriver à voir, comme le font tous ceux qui sont des professionnels de ce secteur, avoir un avis et être capable d'aller plus loin. Donc je crois, oui, l'engagement, c'est une immense vertu et c'est un immense atout dans la vie. Merci beaucoup. On va prendre une seconde question. Bonjour, Monsieur de Villepin. Moi, ma question, elle sera un peu différente. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous avez dit que l'objectif de la venue de Netanyahou en allant à Washington, c'était de décrédibiliser Biden en acceptant un faux cessez-le-feu. Mais tout à l'heure, vous avez aussi dit que Trump y menait globalement une politique nationaliste non belliciste et que pour lui, l'avenir des États-Unis se tournait plutôt vers la Chine. Du coup, ma question, c'est, en sachant ça, quel intérêt pour Netanyahou d'être allé à Washington et d'avoir voulu décrédibiliser Trump? Merci. Alors, je présenterai les choses un tout petit peu différemment. Je crois que dans la politique menée par le Likoud, il y a une relation forte aujourd'hui avec le Parti républicain, même si le Parti démocrate n'a jamais failli dans sa relation avec Israël. Donc là, il y a un consensus bipartisan qu'il faut souligner, même si les événements auxquels on a assisté dans les universités et la sensibilité aujourd'hui à la question palestinienne est quelque chose qui se développe, en particulier dans la jeunesse. Ce qui donne une situation, en termes de sensibilité du sujet, sans doute encore plus marquée qu'en Europe. Ce que ça souligne, et je n'ai pas employé le mot, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui avancer vers la paix, on ne peut pas aujourd'hui imaginer sortir le Moyen-Orient de la situation de violence et de guerre dans laquelle elle est en train d'être plongée, sans partir du principe de justice. Le principe de justice, c'est ce qui permet de fonder. Or, il y a une injustice qui a été faite vis-à-vis des Palestiniens. Il s'agit donc de corriger cette justice. Ça n'enlève rien, ça ne doit rien enlever à la sécurité d'Israël et à l'indépendance d'Israël, dont nous sommes comptables. Et un pays comme la France a toujours été soucieux de défendre cette indépendance. J'ai moi-même, en 2003, été le premier Premier ministre à vouloir placer la relation entre la France et Israël sous l'angle des relations bilatérales, libérées justement de ces oscillations passionnelles qui existaient entre nous, pour développer cette relation bilatérale entre les administrations, entre les différentes sociétés civiles, de façon à la démultiplier. Mais, du point de vue de la stratégie de Benjamin Netanyahou, il sait que du côté des Républicains, c'est vrai pour Trump, c'est vrai pour son vice-président, c'est vrai pour l'ensemble des représentants du Parti républicain, il y a une inconditionnalité vis-à-vis de la politique menée par Israël et qu'ils ne failliront pas dans le soutien qu'ils porteront. Et on sait aussi, le mot détestation est peut-être un peu fort, mais les très très mauvaises relations, en tout cas très dégradées, entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Ce sont des relations extrêmement difficiles. Donc il y a là un petit jeu psychologique dont je pense que Benjamin Netanyahou n'a pas manqué d'essayer de tirer profit et d'en faire bénéficier Donald Trump. On va prendre une dernière question. Bonsoir monsieur, vous avez parlé de la souveraineté européenne. Durant l'histoire de la construction européenne, il y a eu beaucoup de moments d'hésitation. Mais dans le fond, est-ce que nous connaissons vraiment le dessein final de l'Union européenne? Quelle est selon vous la finalité de l'Europe et a-t-elle pour vocation de devenir un État fédéral? Merci.
Alors, c'est une question extrêmement juste. J'aurais pu rajouter cet élément-là. À la question de l'élargissement, à la question de la souveraineté en politique étrangère, j'aurais dû rajouter la question de la construction finale de l'Europe et de sa structure. Vous savez, comme moi, que l'Europe a toujours hésité entre la stratégie confédérale et la stratégie fédérale. Le fédéralisme a été rejeté compte tenu de l'importance croissante qu'ont pris dans les dernières décennies les États nationaux. Personne ne veut revenir sur l'importance donnée aux États nationaux, mais la confédération, la souveraineté partagée des États n'apparaît pas non plus suffisante, d'où la volonté d'aller plus loin. Et c'est pour cela qu'un rapport comme celui de Mario Draghi ou celui d'Enrico Letta souligne cette question d'ajouter un pilier aux 4 marchés du marché unique, de façon à renforcer encore, à mutualiser encore les intérêts de cette Europe. Ma conviction, c'est que cet élément doctrinal, cet élément idéologique est aussi au cœur du choix que doivent faire les Européens. On a vu progresser au cours des dernières années à travers les populismes européens. On l'a vu aux Pays-Bas, on l'a vu en Angleterre, et c'est une des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. On le voit en France, on le voit en Italie. L'attachement aux États nationaux est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, cette question fédérale, elle est beaucoup moins prégnante qu'elle ne l'a été, par exemple, avec Jacques Delors, ou par exemple au moment où on discutait d'une constitution européenne. À l'époque, le rêve fédéral était encore bien vivant. Je pense qu'on s'en est éloigné et qu'on essaye de façon plus pragmatique d'avancer pas à pas dans la vieille tradition de la construction européenne. Mais nous sommes au point aujourd'hui où l'Europe est à la fois pas assez efficace, pas assez attractive pour les peuples de l'Europe, où certains remettent même en question l'état de droit européen. On l'a vu avec la remise en cause des traités et des organisations juridiques européennes qui apparaissent comme un frein à certaines politiques, et en particulier à la politique migratoire. Donc vous avez raison, je pense que c'est une question qu'il faudra poser un jour à bras-le-corps. Ce que je constate, c'est que ce n'est pas dans la démocratie européenne, dans le débat politique européen, une question qui est de façon affirmée sur la table. Et ça, je crois que c'est important de le souligner, notamment pour les jeunes de l'Europe aujourd'hui. Cette question de l'Europe, elle est encore trop lointaine pour trop de jeunes Européens. Et qu'elle ne trouve pas sa traduction justement dans ces différents choix, dans ces différents clivages. Je ne connais pas d'organisation de jeunes européennes qui soit pour ou contre l'élargissement, pour ou contre le fédéralisme. Je pense que la démocratie européenne doit trouver moyen de s'incarner dans les prochaines années, de façon à ce que ces sujets puissent être des vrais sujets, quitte à imaginer un jour un référendum européen où le même jour, au même moment, à la même heure, on voterait dans les 27 pays ou plus si la décision d'élargissement était prise, de façon à s'interroger sur ces questions. Je crois que ça fait partie aujourd'hui des grands enjeux qui nous freinent, mais nous sommes tous trop occupés à essayer de régler des sujets qui nous paraissent insolubles. On est empêtré dans nos débats économiques, empêtré dans nos débats migratoires, empêtré dans nos questions sécuritaires. Et aujourd'hui, la principale question que se pose un Européen, c'est est-ce que la politique, c'est encore efficace? Est-ce qu'on peut encore changer les choses par la politique? Et je vois plus de jeunes ou de moins jeunes qui aujourd'hui me disent « bon, de toute façon, on ne peut rien changer, donc on s'en désintéresse et on fait sa vie ailleurs, en s'engageant sur d'autres sujets, en s'intéressant à d'autres domaines ». Je crois que la politique, c'est nous tous. La politique, il faut se la réapproprier. Et l'idée de laisser la politique à quelques professionnels qui s'en occuperaient dans un coin, c'est la garantie d'aller vers l'effondrement de l'Europe et de revivre ce que nous avons vécu dans le passé avec la montée des régimes totalitaires. Nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas nous désintéresser des grands enjeux politiques de l'Europe parce que c'est l'avenir de nos pays, c'est notre avenir et c'est l'avenir aussi de nos enfants. On le voit à travers la question de la dette. On ne peut pas trouver traduction plus concrète
de ce qui va peser sur vos vies. Aujourd'hui, on parle de la feuille d'impôt pour les entreprises les plus riches, pour les citoyens les plus riches, mais vous savez bien que tout ça aura une traduction très concrète à travers le remboursement de la dette. Il y a quelques naïfs qui croient qu'on ne rembourse jamais ses dettes. Je le répète, c'est au cœur du livre, qui est un livre magique, L'Armée des Ombres. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu. Et je prendrai cette phrase pour terminer. Toutes les dettes se paieront. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à tous d'avoir été présents. Et donc, c'est fini, désolé. Merci.